Merci. Si vous permettez, j'aimerais pour commencer réagir à ce que j'ai entendu ce matin. Je suis un paléontologue, moi j'étudie l'évolution sur des millions d'années. Et j'ai été frappé parce qu'en paléontologie, on a deux lois que l'on a pu révéler à travers ces études. C'est une première loi qui s'appelle la loi de Cope-de-Perret. C'est-à-dire que plus les organismes grossissent et deviennent gros, plus ils sont proches de leur disparition. Ça peut déjà peut-être nous réfléchir sur l'idée de vouloir développer incessamment du grand tourisme avec beaucoup de monde. Il y a certainement là un élément de réflexion. Une deuxième loi que l'on connaît, notamment dans la théorie des équilibres ponctués, c'est que l'innovation se fait rarement dans les cœurs, ou le cœur de l'endroit où vit une espèce. L'innovation se fait toujours dans les zones périphériques. Et je crois que ce matin, on a eu un assez bon exemple, effectivement, avec ce qui nous a été présenté sur l'hospital. Et donc, je pense qu'il y a peut-être aussi à aller chercher du côté des lois de la biologie et de l'évolution les manières de conduire le développement d'un tourisme culturel durable. Alors, bien sûr, je vais vous parler des musées de Toulouse, mais avant, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs, la mairie de Saint-Just, la Fondation Créanta, et en particulier Dany Buis, parce que Dany Buis, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'elle est aussi la vice-présidente de la commission culture de la métropole de Toulouse. Et donc, c'est comme ça que nous avons été amenés à travailler ensemble avec Dany sur l'ensemble des projets qui pilotent la ville de Toulouse. Alors, les équipements de Toulouse, ils sont nombreux. Il y a dans les musées de Toulouse, je vais y arriver, voilà. Il y a donc en fait deux entités, deux structures, deux collectivités. L'une, c'est la ville de Toulouse qui possède 5 musées, le musée des Augustins, le musée Paul Dupuy, le musée Georges Labitte, le musée Saint-Raymond, qui est plutôt un musée d'archéologie, et puis le musée de l'Affiche. Et à côté de cela, il y a des équipements qui dépendent de la métropole qui, elle, a choisi une spécificité qui est le développement de la culture scientifique. Et donc sont rattachés à la métropole les équipements de culture scientifique comme le Quai des Savoirs, le Muséum d'histoire naturelle que j'ai le plaisir de diriger et la Cité de l'espace et Aéroscopia. Donc on a sur Toulouse, vous voyez, une grande diversité d'équipements et on m'a confié la mission d'essayer de travailler à développer ces ensembles pour pouvoir justement essayer de mettre en valeur à la fois ce patrimoine. Et la question qui s'est posée tout de suite, c'est à qui on va s'adresser. Parce que je crois que c'est la première question. Est-ce que l'on s'adresse aux gens qui viennent nous voir ou est-ce que l'on s'adresse d'abord aux gens qui vivent ici? Ce sont les gens qui vivent ici qui nous intéressent. Il y a avant tout, il y a des centaines de milliers de gens qui vivent à Toulouse, qui vivent dans la région. Et donc pour cela, on s'est appuyé sur une politique culturelle qui a été très affirmée et qui dit que la culture, elle est pour 100% de la population. Pas seulement pour les touristes qui viennent nous voir, mais également pour les gens qui vivent ici et qui sont les acteurs au quotidien de ce qui fait la cité, de ce qui fait le vivre ensemble. Donc je crois que là, on a quelque chose déjà qui est très important, c'est qu'on a aussi une orientation politique forte qui nous dit, vous, techniciens, vous, directeurs de musée, la consigne que vous avez, c'est de travailler pour les gens d'ici et avec les gens d'ici. Pas seulement pour, mais avec les gens d'ici. Et donc là, on a déjà un axe de travail très fort qui nous est donné par la volonté politique de développement d'une politique culturelle. Alors bien sûr, techniquement, cela passe par un travail de structuration, comme l'on connaît bien évidemment, dans tout le fonctionnement de nos collectivités, quelles qu'elles soient. Et c'est passé, à Toulouse en particulier, par une gestion unique de l'ensemble de ces équipements. Il y a une direction des musées qui est sous l'ordre d'une direction de la culture et qui elle-même comprend une direction de la culture scientifique, technique et industrielle. Tout ça s'est regroupé avec une seule direction où l'ensemble des acteurs travaillent conjointement au bénéfice des habitants, de la cité, de la métropole et ensuite des gens qui viennent à la métropole. Le but du jeu quand on crée un musée, très souvent j'ai entendu dire on va faire un musée, ça va faire venir du monde. Non, c'est parce que vous ferez des choses que les gens viendront et visiteront votre musée. Le musée, c'est votre héritage, c'est votre patrimoine, c'est ce que vous avez hérité de vos prédécesseurs. La culture que vous allez développer, c'est cela qui fera votre attractivité. Et c'est comme ça que nous essayons de travailler. Alors bien sûr, cela suppose aussi des équipes dédiées qui ont un comportement, une formation, une attitude professionnelle et bien sûr un ensemble moyen d'actions et d'équipements qui vont du coup travailler de concert au développement de cette culture locale qui va se traduire plus tard dans un développement, dans un tourisme culturel.
Alors bien sûr, pour tout cela, il faut bâtir des stratégies, puisque nous sommes dans un pays, en France, vous savez, c'est le pays de Descartes, il faut avoir le petit 1, le petit 2, le petit 3, que ce soit très cartésien, que ce soit parfaitement structuré, bien organisé, comme les discours qu'on est censé vous tenir. Et pour cela, on va développer des stratégies sectorielles qui vont nous permettre, secteur par secteur, d'amener l'ensemble des acteurs du développement et donc du tourisme à travailler ensemble de façon à valoriser ce qui fait l'identité de la métropole, la culture de cette métropole, et qui va donc permettre d'engager une discussion entre les habitants de la métropole entre eux, parce qu'un habitant qui vit à Tournefeuille n'est pas un habitant qui vit à Mons ou un habitant qui vit au cœur de Toulouse. Et moi qui vis en cœur de Toulouse, lorsque je vais à Tournefeuille, je me considère comme un touriste. Même si on est dans la même métropole, on n'a pas l'habitude d'aller là. Et donc, quand on va aller là-bas, c'est différent. On va utiliser, bien évidemment, l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition par le secteur touristique, les équipements, les transports, et ainsi de suite, qui vont nous permettre de nous déplacer sur l'ensemble d'une métropole. Donc, on a des stratégies de qualification qui vont se développer, avec à la fois des stratégies de qualification ou de requalification des équipements structurants et des espaces publics, parce que la cité n'existe qu'à travers ces espaces publics, ces espaces qui sont des lieux de rencontre, des lieux de discussion, des lieux de débat, des lieux où ensemble on est capable de discuter de la forme que l'on souhaite donner à la cité pour bâtir quelque chose qui pourra intéresser effectivement, qui va créer une identité sur laquelle les touristes vont venir et éventuellement se retrouver, ou en tout cas engager la discussion avec nous. Bien évidemment, après, il y a les stratégies d'amélioration de la qualité d'accueil et de visite. Il faut en permanence améliorer la qualité de l'accueil. Ça va aussi bien de la qualité, je dirais, technique, physique, de les capacités d'accueil des lieux, mais également la pratique des langues et ainsi de suite, qui permet effectivement d'accueillir les personnes qui ne sont pas de cette ville, mais qui nous font le plaisir et l'honneur de venir nous voir. Il y a aussi bien évidemment des stratégies qu'il nous faut développer de mise en réseau du territoire, et tout cela bien évidemment suppose, pour être connu, de s'appuyer sur une stratégie de marketing et de communication. Donc on voit là qu'on a des stratégies sectorielles, mais qui sont établies par les opérateurs qui discutent entre eux, qui valident les différents axes sur lesquels on va travailler, de façon à pouvoir développer au mieux la potentialité d'un lieu, et en particulier pour ce qui me concerne donc des musées. Alors cette stratégie de rénovation, eh bien, je peux vous parler d'un équipement qu'on a rénové, qui est le Muséum d'histoire naturelle, que je connais depuis fort longtemps. Ça fait 36 ans que je travaille dans le muséum cette année. Donc j'ai accompagné, avec mes collègues, bien évidemment, toute la mutation de cet équipement, qui était, vous le voyez, un musée classique, de la fin du 19e jusque dans les années 30, disons, à un équipement moderne. Pour vous donner quelques chiffres, ce musée accueillait, lorsque nous avons arrêté de l'ancien musée pour préparer ce programme de rénovation, ce musée accueillait 50 000 visiteurs par an. Ce qui était pas mal, mais en fait, ce n'était pas non plus extraordinaire. Aujourd'hui, le nouveau musée accueille 300 000 visiteurs par an. Et il est donc devenu un enjeu de tourisme. Mais le premier travail que nous avons fait, ça a été de travailler avec les gens de Toulouse. Et l'idée, c'était de nous dire quelle histoire on va leur raconter. Cette histoire que l'on raconte à travers les galeries du musée, les gens se la sont appropriés. Et à partir du moment où les Toulousains se sont appropriés le musée, ils ont commencé à parler de leur musée aux gens qui venaient les voir. Et ce sont eux qui sont aujourd'hui les meilleurs prescripteurs de visites pour le Muséum d'histoire naturelle. C'est-à-dire que nous n'avons pas réfléchi le travail que nous avons mené au muséum dans la perspective d'un développement touristique, mais ce développement touristique arrive après un travail important conduit localement, sur place, avec les différents acteurs, pour pouvoir faire rayonner cet équipement et aujourd'hui l'inscrire dans des circuits de développement touristique. Alors bien sûr, il y a les rénovations, et puis la chose que nous avons faite, vous savez, dans un musée, il y a deux types de musées. Il y a le musée où le conservateur va être très centré sur ses collections. Ça sera un hyper spécialiste de l'art baroque et il pourra tout vous dire sur l'art baroque, mais il n'y aura que lui qui comprendra. Parce que voilà, il va parler un langage tellement érudit que ce langage-là est incompréhensible par la plupart des usagers du lieu. Donc la manière que nous avons choisi de travailler, c'était de dire nous allons mettre le public au centre de toutes les préoccupations. Les collections vont nous servir à tenir un discours
pour le public et avec le public. Et donc, à partir de là, ça change, si vous voulez, le centre de gravité de l'équipement muséal en tant que musée pour l'amener non plus sur ce qui est sa raison d'être, qui sont les collections, mais pour l'amener vers ce que la définition des musées de l'ICOM souhaite. Je vous rappelle cette définition, le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet un patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation, comme on l'a évoqué il y a quelques instants, mais surtout de délectation. Lorsqu'on va dans un musée, moi, lorsque je vais visiter un musée, je ne suis pas un spécialiste d'histoire de l'art et j'y vais pas pour devenir un spécialiste d'histoire de l'art. J'apprends des choses d'histoire de l'art, mais par contre, j'ai plaisir à y être quand on est là, quand on m'accueille bien, quand on m'explique, quand on m'apprend quelque chose. Il en reste ce qu'il en reste. Je ne vais pas au musée pour devenir un hyper spécialiste, mais j'y apprends des choses. Et à partir de là, on arrive à faire du musée un lieu qui est aimable, c'est-à-dire un lieu que l'on peut aimer et que l'on a envie d'aimer et dans lequel on a envie de venir, de revenir ou d'envoyer ses amis, ses visiteurs et ainsi de suite. Et c'est comme cela que nous essayons de travailler dans le développement des musées de la ville de Toulouse. Alors bien sûr, notre travail, le travail de musée, il est paradoxal d'une certaine manière avec ce qui nous est demandé. Le travail de musée, c'est un travail centripète. Le but du jeu, c'est que les gens viennent vous voir. Donc, il vous faut faire venir les gens à vous, et pour ça, on sait très bien faire. On sait faire des expositions, des conférences, des congrès, on sait très très bien faire ça. Mais il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la demande qui nous est formulée, c'est d'avoir un travail centrifuge, c'est-à-dire dire, très bien, le musée est dans la métropole, mais le fait que vous soyez dans la métropole vous donne la responsabilité de travailler à l'ensemble de l'échelle du territoire, et donc de porter les différents messages que vous avez développés dans le cœur de cette ville, et de le mettre à disposition de l'ensemble de la métropole et bien évidemment au-delà des frontières administratives de la métropole. Et c'est comme ça que l'on se lance dans des programmes d'exposition qui vont circuler à la fois pro-parté sur le territoire métropolitain, mais qui vont parfois aller très très loin et jusqu'à l'étranger, jusqu'en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud. Donc on voit bien que le travail qui est mené là, il y a deux actions qui se rejoignent, une action centrifuge qui est celle que l'on nous demande de développer, l'action centripète sur laquelle nous avions déjà un domaine d'excellence dans les musées, puisque depuis toujours, les musées font venir des gens à eux. Aujourd'hui, il faut inverser la logique et se dire comment le musée va aller vers l'extérieur, va aller les gens. Et ça, c'est une démarche assez singulière dans un musée. C'est complètement à l'opposé de la manière dont fonctionnent ordinairement les structures muséales. Alors bien sûr, pour cela, la meilleure des choses, c'est de développer des collaborations, puisque le fait de collaborer, c'est cum laborare en latin, ça veut dire travailler avec, ce qui est fait à travers le réseau des villes créatives. Et travailler avec, c'est un échange d'expériences, c'est un échange de pratiques, et de ces échanges naissent toujours de la richesse, parce qu'on va échanger, parce qu'on va développer. J'ai pris deux exemples d'expositions qui ont permis comme ça de faire rayonner les musées de Toulouse, au-delà même de Toulouse, l'exposition Île de Pâques au Muséum, que nous avons développée avec d'autres collègues de la région Midi-Pyrénées, ou l'expo Corps et Ombres qui avait été développée autour du phénomène du Caravage. Mais cela aussi nous donne une autre... Ces choix-là nous montrent bien que les choix que nous faisons de thématiques d'exposition ne doivent pas être des choix tournés vers notre nombril, tournés vers nous. Il nous faut aller vers des questions qui impactent la société, qui intéressent les gens. Lorsqu'on parle de l'île de Pâques, c'est pas l'exposition que nous avons faite, c'est pas une expo sur l'extraordinaire statuaire de l'île de Pâques. C'est une expo sur l'île de Pâques. Quel est le destin de cette île où il y avait une culture florissante qui a disparu? Comment ça s'est passé? Comprendre les mécanismes. Et cette exposition a été co-construite avec des Pascouans qui ont participé au développement de cette exposition. Et donc, cette ouverture aux autres cultures fait que du coup, ça nous amène à transformer également nos manières de travailler en travaillant de manière beaucoup plus transversale et beaucoup moins horizontale. Bien sûr, notre travail, pour cela, ça suppose de s'intégrer dans un réseau. Alors la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée pour être précis, la région Occitanie a choisi de développer un réseau de grands sites dans lesquels, bien évidemment, les musées et les musées de Toulouse se sont intégrés, ce qui permet du coup de travailler à la fois sur un territoire qui est le territoire de la métropole de Toulouse, mais qui nous donne
tout de suite l'accès à un territoire beaucoup plus large qui est celui de la région Occitanie et aujourd'hui donc qui nous permet de nous tourner vers des collaborations au niveau national et international. Et bien sûr, le travail du musée, le musée c'est pas seulement un lieu de patrimoine, c'est un lieu de vie. Il est au Muséum à Toulouse, il y a des endroits où il est interdit de ne pas toucher les collections, ce qui est antagoniste avec la vision que l'on a d'habitude des musées. Mais c'est ça qui fait que le musée devient un lieu vivant. Et il devient vivant aussi parce qu'on va varier les pratiques culturelles. On ne va pas faire dans un musée d'histoire naturelle que de la science, mais on va faire aussi de la danse, du hip-hop, du light painting, et on va faire comme cela, de ce lieu, un lieu vivant dans lequel les gens se plaisent à venir et à revenir et qui vont donc, par voie de conséquence, conseiller aux personnes qui viennent visiter Toulouse et qui parfois, et d'ailleurs la réputation du musée aujourd'hui fait que ce musée devient un endroit où l'on doit aller lorsqu'on vient à Toulouse. Et donc on voit que le travail qui a été mené au départ en interne, purement pour les gens qui vivent là, a bien sûr une incidence sur le développement touristique. Et ce tourisme, le fait que les gens de Toulouse le prescrivent, pour moi, c'est ce qui fait aussi que ce musée devient un endroit dans lequel on a plaisir à venir et à revenir. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui participe d'un développement durable, parce qu'il est durable, parce qu'il est assis sur ce que veulent les gens, sur la vie des gens de Toulouse et de la métropole toulousaine. Et c'est à partir d'eux que l'on a pu construire et que l'on va continuer à développer l'ensemble des activités qui sont portées par les musées de la ville de Toulouse. Merci.